Salut, c'est Céline Monsara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. 18 janvier 2021, je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Chers amis auditeurs, nous sommes de retour en ce premier jour de l'année pour nous à Je vous demande de vous arrêter, puisqu'il s'agit de la première émission de l'année 2021. On vous a réservé quelques surprises, on va donc vous les présenter juste après. Générique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter et de retour en ce 18 janvier 2021. Bonsoir les amis, Laurent, Alain. Bonsoir. 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 La formule consacrée, c'est quoi aujourd'hui? C'est meilleurs vœux à tous et surtout une excellente santé. Alors je vous souhaite ça aussi les amis. Bonne santé et une bonne année. On va essayer de le penser qu'elle soit différente quand même de 2020, mais ça démarre pas chaud bouillant quand même. C'est curieux, je le sens pas non plus. Bonne année, bonne santé à tous et surtout la santé, on sait que c'est important. Donc on va essayer, je vous demande de vous arrêter, que cette année 2021 soit au moins illustrée par nos émissions que vous retrouvez tous les 15 jours sur West Track Radio à 18h. Exactement, donc moi ce que je rajouterais simplement pour cette nouvelle année, c'est de vous souhaiter, chers amis auditeurs, ainsi qu'à toutes les équipes de toutes les émissions de West Track Radio, une excellente année évidemment, et puis de la santé, de l'optimisme, du bonheur. On a eu suffisamment d'invités pour nous parler justement que la positivité, l'optimisme, c'était aussi dans des temps difficiles, une manière de sortir un peu des eaux. Ce que je voudrais dire aussi pour illustrer mon propos, c'est que nous avons la chance, dans une deuxième partie d'émission, d'avoir des invités qui, justement, illustreront bien évidemment un travail exemplaire qui a été fait. Un travail exemplaire qui a été fait par un de nos invités il y a quelques saisons et qu'on a reçu en 2020. On n'en dit pas plus pour l'instant. Juste avant, on va justement parler de ce sujet, Laurent, l'illustration. L'illustration, c'est vrai que c'est un sujet assez vaste. Alors, qu'est-ce qu'une illustration? C'est une représentation graphique ou picturale qui est là, ou d'une image, qui est là pour, je dirais, venir en renfort sur le récit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles sont complémentaires et elles sont peut-être là aussi pour peut-être donner envie de lire tout ce qui va autour. Donc on va peut-être parler de nos propres expériences et de nos propres goûts par rapport à l'illustration. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Cyril? On va commencer avec Alain, parce que je crois que Alain, tu vas pouvoir reprendre ta casquette de père casteur. Tu as certainement des tas de choses à nous raconter. Ah oui, non, absolument. Alors moi, je vais revenir sur un truc alors qui est pas nouveau, mais comme tu dis très bien, je suis le père Castor, donc on va remonter un petit peu loin. On va remonter. Alors j'étais pas né quand même, mais à l'après-guerre. À l'après-guerre sort une publication qui s'appelle Vaillant et qui est éditée par le Parti communiste. Et à l'époque, ce journal se voulait un journal nouveau. Alors lancé un petit peu pour faire la nique à un autre journal qui s'appelait Cœur Vaillant. Et alors, Cœur Vaillant, c'était donc l'église, enfin le clergé catholique qui sortait ce truc-là. Alors nos amis du Parti communiste, ils ont trouvé très drôle et ils ont raison de sortir un journal qui s'appelle Vaillant. Alors Vaillant, ça a été les prémices d'un journal qui est beaucoup plus connu,
puisqu'il a amené à la création d'un journal qui s'appelle Pif Gadget, et que nombre de gens ont connu, parce que ça a été un énorme tirage entre, je dirais, 67 et 72. Ils ont atteint jusqu'à 600 000 exemplaires, je crois. Et il était hebdomadaire. Donc Pif Gadget, ça a été une vraie révolution. Alors d'abord, ça a été lancé par un dessinateur qui s'appelle Arnal, qui avait dessiné dans Vaillant et qui est à l'origine de Pif le chien. Alors ça s'est appelé Pif le chien, et puis après Pif, et puis après le chien raccourci, bien sûr, mais le journal Pif a été créé. Ça a été un énorme succès parce que ils ont créé un concept qui était Pif et son gadget surprise. Et ça a été une révolution dans le monde de l'édition, et des gadgets, ils en ont sorti plusieurs centaines en tout, et il y a eu des trucs très originaux, vraiment, et c'était quand même un petit miracle, de sortir chaque semaine un Pif avec un gadget différent. Ouais, Laurent, tu voulais dire quelque chose? Bah oui, mais moi j'avais une question à te poser, parce que moi quand tu parles des gadgets, je pense au poissauteur. Oui, moi aussi. De moi ça. aussi, je me rappelle très bien. Moi, la question que j'ai à te poser, parce qu'en fait, on parle de l'illustration, mais quand tu parles du gadget, t'achetais plus Pif Gadget pour le gadget ou... Ah non, pour les illustrations, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu aimais dans Pif Gadget? Alors, moi, je vais faire un focus spécial sur un dessinateur qui a beaucoup travaillé pour Pif et qui s'appelait Marcello. Et Marcello, il avait cette particularité qu'il avait un trait de dessin extrêmement réaliste, extrêmement fin, et je vais vous expliquer pourquoi après, mais en premier lieu, Marcello, ça a été le créateur d'un personnage qui s'appelait le Docteur Justice, et le Docteur Justice faisait partie de l'OMS, et il avait plusieurs particularités. Alors d'abord, il y arrivait des trucs pas possibles parce qu'il se mêlait des choses qu'il regardait, mais en fait qui gênaient beaucoup de monde. Et il était attaqué de toutes parts. Et alors, il avait une particularité, c'est qu'il était 6e dan de judo et puis de karaté, je sais plus exactement. Et pour paralyser, moi je me souviens très bien, pour paralyser ses adversaires, enfin les gens qui l'attaquaient, il utilisait le kiai, le cri qui paralyse. Et faut savoir pour la petite histoire que le kiai ça existe vraiment. Bon, ça paralyse peut-être moins que ce qui était décidé à l'époque par Marcello, mais en tout cas c'était très spectaculaire. La bande dessinée était très très bien dessinée, très spectaculaire. Laurent. Moi, je me rappelle pas de la bande dessinée, mais est-ce que tu te rappelles que dans les années 70, il va y avoir un Docteur Justice? Mais ça va être un film. Oui, et c'était... Alors là, excuse-moi d'utiliser le mot, mais ça a été une vraie merde. Moi, je me rappelle très bien du film. Alors, je vais faire un aparté sur le film, et je vais revenir à Marcello, parce que j'ai pas fini. Mais ils ont choisi un acteur qui s'appelait John Philippe... John Philippe Lowe, exactement, John Philippe Lowe. Qui jouait dans Barbarella avec Jane Fonda. Hein. Ouais, tout à fait. Et alors, ce type-là, mais excusez-moi de l'expression encore une fois, il valait pas une pine, quoi. C'était vraiment un acteur, mais alors, il était mauvais comme c'est pas possible. Alors effectivement, je sais pas s'ils ont sorti un seul film ou s'ils en ont fait plusieurs. En fait, il y avait Nathalie Delon aussi qui faisait un petit exact. Il y avait aussi Gert Freub qui était le méchant dans Goldfinger, qui jouait aussi dans ce film. Mais c'est un film, franchement, c'est à mourir de rire. Moi, je me rappelle, il y avait les débuts à l'époque, un peu pour rebondir sur toute la folie Bruce Lee. Il y avait un karatéka qui s'appelait Roger Pachi, qui était champion du de karaté. Alors je pense qu'en karaté il était très bon, mais alors en acting, mon Dieu. C'était le cas. Ce film a été malheureusement une catastrophe d'un bout à l'autre. Par contre, la bande dessinée était formidable. Et alors Marcello. Ouais, Laurent. Non, juste pour dire, ça a été réalisé par Christian Jacques quand même. Oui. Christian Jacques qui avait fait Fanfan la Tulipe. C'était pas quand même un des plus mauvais réalisateurs de l'époque. Non, et là il s'est perdu. Alors Marcello, il a continué parce que il a très très bien fait les Docteurs Justice, c'était formidable. Mais alors il a eu une idée d'enfer. Alors pourquoi je la trouve d'enfer? Parce que un jour il a créé une nouvelle bande dessinée
avec Tony Curtis et Roger Moore, Amicalement Vôtre. Donc il a créé en bande dessinée des aventures originales d'Amicalement Vôtre avec son trait de dessin que l'on voit en studio là actuellement, puisqu'on le voit derrière toi, Laurent. Alors c'est pas radiophonique hein, bien sûr, ouais. Mais effectivement il avait un trait de dessin. On reconnaît formidablement Roger Moore et Tony Curtis. Et alors moi c'était ma série préférée et je crois que ça restera ma série préférée. Moi personnellement c'est Amicalement Vôtre. Il y a un humour, il y a le doublage de Tony Curtis qu'on ne présente pas. C'est un truc pour moi mythique et il a eu l'idée de le faire en bande dessinée. Alors moi j'ai trouvé ça formidable et encore une fois très très réaliste parce que Marcelo avait un trait de dessin, c'était absolument fabuleux. C'est vrai. Au niveau d'Amicalement Vôtre, tu sais combien il y a de saisons d'Amicalement Vôtre, Alain ? Alors, Amicalement Vôtre, alors moi il se trouve que j'ai toute la collection, je crois qu'il y a eu 2 saisons. Non. Non. Cyril, il y en a combien ? Il y a une saison. Il y a une seule saison ? Il y a une seule saison. Et comme les chaînes les passent en boucle, on a l'impression qu'ils ont fait énormément d'épisodes, mais en fait non, il y a qu'une pauvre saison, mais les épisodes sont cultes, sont tous cultes. Ah oui, c'est culte. Alors, ils sont cultes, mais il faut savoir qu'à l'époque, ça a été un flop. The Persuaders, qui est en fait le titre original d'Amicalement Vôtre, ça a été un flop. Et puis à l'époque, Roger Moore, il s'en battait un peu les steaks parce que derrière, il va reprendre un autre rôle. Il va reprendre celui de James Bond. Donc lui, il va être très connu pour Le Saint, donc Simon Templar, mais derrière, il va faire un James Bond. Donc lui, il avait déjà les yeux ailleurs. Cyril, quand on parle d'illustration, moi personnellement je peux pas m'empêcher de penser à René Goscinny. Alors tu allais peut-être me dire mais les gars, René Goscinny c'était un scénariste. Alors il faut savoir que René Goscinny il a démarré par le dessin et il était parti aux États-Unis parce qu'il voulait aller travailler avec Walt Disney. Sauf que il travaillera jamais pour Walt Disney, mais par le biais d'un ami qu'il avait aux États-Unis, il va lui faire connaître qu'il s'appelle, je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il s'appelle JG. Oui, et cet ami-là va le faire rencontrer Maurice. Et ils vont se rencontrer, ils vont devenir vraiment potes. Et vous savez que Lucky Luke va être démarré par Maurice aussi bien sur le dessin que sur le scénario dans les premiers Lucky Luke. Et que en fait, JG va trouver que René Goscinny est très bon en termes d'écrivain, en termes de gagman. Et effectivement, c'est ce qui va le faire aller vers plus l'écriture que le dessin. Mais il faut pas oublier que Goscinny il a démarré par le dessin. Et moi, je pense toujours à... Toi, tu parlais de Docteur Justice tout à l'heure. Moi, je pense, en termes d'illustration, au Petit Nicolas. Donc, le livre Le Petit Nicolas. Donc là, on n'est pas dans une bande dessinée, on est dans un livre qui est magnifiquement illustré par Alain Sampé. Donc moi, si j'ai un souvenir, c'est de Goscinny et du Petit Nicolas. Alors il y a Sampé, il y en a plein d'autres. Quand on préparait l'émission, Alain, tu me parlais aussi de Guéluron. Et là, Guéluron. Voilà, et là, il faut penser à Gottlieb, à Marcel Gottlieb. Voilà. Alors ça c'était un truc fantastique aussi. Guéluron, c'est peut-être moins connu que ce qu'il a fait après, mais Guéluron, c'était fantastique. Et surtout pour l'époque, c'était quand même un petit peu avant-gardiste quelque part. Donc effectivement quelque chose de très très chouette, vraiment. Et en fait, au niveau de Goscinny, alors il faut savoir que Goscinny va aussi retravailler avec Gottlieb dans les Dingos dossiers. Et on disait que Goscinny était le mec qui voulait devenir le Walt Disney français. Effectivement, c'est ce qu'il a fait par le biais de studios comme, je crois que c'était le studio Idéfix. Oui, absolument, je confirme. Voilà. Il a créé, effectivement, au cinéma, des dessins animés sur Astérix, sur Lucky Luke, j'en passe et des meilleurs. Par contre, c'est pas forcément une des meilleures périodes de sa vie, parce que je crois qu'il a eu quand même des merdes pas possibles sur tout ce qui concerne, je dirais, la création, tenir des studios. Faut quand même savoir, à l'époque, on faisait du 24 images secondes, donc il fallait se taper une palanquée de dessin pour faire une seconde d'image. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec tout le matériel qu'on peut avoir, notamment informatique. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai envie de demander à notre ami Cyril, qu'est-ce qu'il entend par illustration ?
qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a frappé? Raconte-nous un petit peu. Eh bien, moi, dans les illustrations, j'ai un petit peu moins de bouteilles que vous, les amis. Donc, pardon d'être indélicat, ou j'essaie d'être le plus paieras délicat après, possible. Tu sais que tu auras droit à l'addition. Hein. Bon, quand même. Bien sûr. Mais cela dit, ce dont je vais vous parler n'est pas beaucoup plus récent, voire même plus ancien que tout ce que vous avez évoqué, puisque moi, mes premiers souvenirs, on va dire, d'illustration, c'est à travers la lecture. Et pour ça, je remercie cet auteur que je considère comme un auteur majeur, même s'il est beaucoup critiqué par son style, c'est Jules Verne. Parce que Jules Verne, avec toutes ses aventures extraordinaires, il a été dans ses voyages commenté graphiquement, illustré par tout un tas de dessinateurs, que ce soit Autour de la Lune, Le Tour du Monde en 80 jours, 20 milieux sous les mers. La liste est énorme, donc on ne pourra pas tous les citer évidemment. Mais quand vous regardez autour de, par exemple, là j'ai d'Entre les mains de la Terre à la Lune, eh bien on nous dit que le roman est illustré de 41 dessins et d'une carte par l'auteur, l'illustrateur de Montaut. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Et donc les éditions de la maison Hetzel a trouvé intéressant que chacun des ouvrages de Jules Verne soit commenté et qu'il y ait une visualisation du récit, du roman avec les personnages. Tout y est très détaillé, le trait est fin et ça nous donne une manière de se projeter encore complètement dans l'intrigue. Alors après, d'autres pourraient nous dire, oui, mais attendez, quand vous faites ça, vous coupez l'imaginaire parce que le personnage, on ne se le représente peut-être pas de cette façon-là. Peut-être, mais en tout cas, moi, quand j'étais lecteur de Jules Verne, je le suis un peu moins ces derniers temps, et ça m'éclate de voir ces dessins qui sont super sympas. Voilà. Et donc, quand on parle de Jules Verne, les amis, c'est un petit peu plus ancien que comment tu as dit, Alain, celui dont tu as parlé. Moi, j'ai rien dit. Marcelo. Jules Verne, c'est un peu plus ancien, on est bien d'accord. C'est fin du 19e quand même. Hein. D'accord. Oui. C'est gentil de me faire sentir quand même que Marcelo, c'est pas récent, quoi. Mais bon, je pardonne. Hein. C'est pas grave. Bon, ça va alors, impeccable. Après, oui, il y a des choses beaucoup plus récentes, mais là, est-ce qu'on est encore dans l'illustration? Je ne sais pas, mais j'ai été joueur de jeux vidéo. À l'époque, on avait des consoles où il y avait des personnages comme Mario Bros, par exemple, et il y avait des productions de magazines qui étaient des trucs et astuces spécifiques à la console, donc que ce soit chez Nintendo ou Sega ou d'autres, et vous aviez à chaque fois des captures d'écran qui permettait d'illustrer les trucs et astuces qui étaient écrites. Donc, on est plus dans une capture d'écran qu'une illustration, mais finalement, est-ce que le jeu vidéo n'est pas une illustration vivante à sa manière? Peut-être aussi. Ça sera intéressant aussi de consacrer une émission sur le jeu vidéo, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Et c'est vrai que ce soir, c'est pas évident non plus de tout ratisser, si je peux me permettre, parce qu'on aurait pu parler d'Hergé, j'en passe et des meilleurs. Ce que je veux dire aussi par rapport à l'illustration, n'oubliez jamais aussi les caricatures. Alors, on va pas rentrer dans le détail. Non. N'oubliez pas les dessins polémiques, les dessins politiques. Il y avait Faisan, qui était un des grands du dessin politique. Piem aussi, hein. Oui, Piem, bien sûr. Piem, qui travaillait avec Jacques Martin dans... le petit rapporteur. Voilà. Et puis il y avait aussi le bout de la lorgnette. Je sais pas si tu te rappelles. Par le petit bout, par le petit bout de la lorgnette. Après j'oublie. Ouais. Là, on va passer vraiment pour des vieux de la vieille. Mais oui, mais c'est une transition formidable pour parler de la musique également, puisqu'il y a eu de l'illustration dans la musique. Tu pourrais nous en parler, Cyril, l'illustration dans la musique? Parce que moi, je me rappelle d'un truc, franchement. On s'en rappelle tous de ce fameux clip du groupe AA qui s'appelait Take On Me, qui était quand même assez génial, faut avouer. Après, musicalement, on pourra en discuter. Je suis pas sûr que ça fasse partie, encore une fois, de la ligne éditoriale, musicale de Westrack Radio. Mais toi, je sais que tu as été sensible quand même par rapport à certains clips dessinés, en dessin animé.
Oui, bah oui. Alors que ce soit des choses un peu rigolotes ou très second degré. On l'a évoqué tout à l'heure avec le clip de Ilona, hein, c'est ça? Mon Dieu, oui. mon Dieu, Ilona. Bon. Comment ça s'appelait cette chanson? Je sais même plus. Je sais même plus, mais c'est très entraînant au point que les Enfoirés l'ont reprise, cette chanson. Il y avait aussi René Lataupe, tu vois, dans un genre vraiment très rigolo. Et puis, il y a eu des sujets plus sérieux. Je pense à Mylène Farmer récemment avec Une belle journée. Je connais pas assez bien l'histoire musicale, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il y a eu aussi récemment un groupe qui est là depuis 40 ans. Ça fait 40 ans de carrière et qui marche très fort. Et ils ont fait le choix de célébrer les 40 dernières années à travers justement des illustrations. Donc c'est un clip en dessin, donc c'est assez remarquable et ça revient sur tous les événements des 40 dernières années, qu'elles soient politiques, sociales, économiques. Et pour les auditeurs qui ne sauraient pas précisément de quoi il s'agit, j'aurais envie de vous dire qu'à travers ce qu'on vient d'évoquer tous ensemble, là, de parcourir ces différentes décennies, eh bien, nous allons faire appel à nos mémoires, à nos souvenirs et fêter ensemble nos célébrations.
vous arrêter. Salut, c'est Edgar Givry. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Et maintenant, les amis, c'est l'heure d'accueillir deux invités exceptionnels. Et oui, nos chers auditeurs, on vous en fait la surprise, n'est-ce pas, Alain et Laurent, puisque nous avons parlé précédemment d'illustration. Eh bien, qui de plus illustre pour illustrer le sujet? Ça fait beaucoup de redites, mais c'est une rime riche. Nous avons la chance d'accueillir Lisa et Margot Cheteau, je ne sais pas comment on doit dire. Bonsoir Lisa, bonsoir Margot. Bonsoir. Donc vous avez dit, on dit Cheteau. Cheteau, très bien. Enchanté de vous rencontrer. Et puis merci d'avoir accepté l'invitation de West Track Radio à Je vous demande de vous arrêter. Nous, on ne va pas vous demander de vous arrêter justement puisqu'on vous invite pour que vous nous parliez de votre métier. En effet, vous faites principalement des illustrations, du graphisme notamment, de l'illustration, de la vidéo, de la bande dessinée. Et puis, plus précisément, vous avez contribué à l'illustration d'un des livres Somme de Jérôme Soligny à propos de David Bowie Ringbowman. Le tome numéro 2, récemment sorti, et puis le tome numéro 1 un petit peu plus tôt, il y a quelques mois déjà. Oui, l'année dernière, on va dire. L'année dernière, voilà. D'ailleurs, on l'avait eu en invité à ce propos. Je crois que Laurent a beaucoup de questions, Alain également et moi aussi, donc je laisse peut-être Laurent prendre la parole sur le sujet. Alors, déjà, bonsoir. Nous, ce qui nous a surpris, c'est effectivement les deux sœurs. Les deux sœurs, elles ont une même passion, c'est le dessin et la musique. Et c'est venu comment? C'est depuis tout petite, c'était comme ça? Oui, je pense que, on a des parents qui écoutent beaucoup de musique, un papa qui joue de la musique. Du coup, oui, la musique et puis le rock'n'roll, c'est depuis qu'on est toute petite. Et puis on a toujours dessiné ensemble, en fait, quand on était petite, quand on s'ennuyait, c'était un moyen de s'occuper toutes les deux, en fait. Puis, on n'a jamais tellement arrêté de dessiner ensemble, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a été une constante qu'on a toujours fait. Comme un petit rituel un peu. Donc vous avez suivi un cursus dans le dessin. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous êtes suivi dans les études aussi? Ouais, plus ou moins. Moi, j'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts à Tours, et après je suis partie faire un master bande dessinée à Angoulême. Et puis toi moi, en fait, j'ai fait au début pas du tout du dessin. J'ai fait une licence d'anglais à Tours aussi. Et comme Margot avait fait le master, et puis ça m'avait un peu attiré ce master bande dessinée à Angoulême. Du coup, moi, j'ai fait ça aussi après. Oui. Donc ça veut dire que Angoulême, ce n'est pas qu'un lieu où il se déroule un festival. Mais non, il y a une école des Beaux-Arts et qui est assez réputée pour justement son option bande dessinée. Il n'y en a pas énormément en France, les écoles. Non, pas tellement. Je crois que ça se développe un peu maintenant, mais en tout cas, pendant longtemps, il n'y avait que Angoulême qui avait ce master bande dessinée qui s'intéresse aussi à la théorie. Ouais. Et vos influences dans le dessin, vous étiez fan de dessinateurs, d'illustrateurs? Oui. On est très fans de manière générale, en fait, je crois que c'est un peu... C'est un bon mot pour nous caractériser. Oui, plein de choses. Moi, je pense qu'à l'adolescence, je pense l'une comme l'autre, c'était beaucoup Johannes Farr et Tim Burton, enfin, toutes ces ambiances-là un peu fantastiques. Ça nous a énormément marqué. Ouais, entrer dans la BD en dehors de Astérix et des choses qu'on lit quand on est enfant, ça a été très vite Grand Vampire de Johannes Farr, je pense. Ouais, et puis tu sais aussi, il avait fait la pochette de Dionysos. Ouais. Et puis du coup, je crois que c'est comme ça qu'on l'avait découvert. Trop bien, c'était par les pochettes de Dionysos à la toute base. Ouais. Monster in Love. Et donc, il y a eu beaucoup de stars. Après, plein d'autres choses. Moi, j'adore les Kerascoët, par exemple. Quand on était petite, je me rappelle qu'on recopiait les Adèle Blanc-Sec. Ah oui. Ah ouais? À fond. On redessinait des cases d'Adèle Blanc-Sec. Tardy, c'est fabuleux. Puis vas-y, du coup, moi après c'est toujours un peu dur que ça d'en choisir. Mais dernièrement, moi j'aime beaucoup le travail de Nina Antico qui tourne beaucoup aussi autour du rock et de la musique et du cinéma d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Plein de choses comme ça. Ouais, je pense. Ouais. C'est dur. Moi, j'ai beaucoup lu David B aussi autour de
du travail autour des rêves et tout ça, ça m'a beaucoup plu quand j'étais en études. Ah si, j'aime beaucoup aussi Charles Burns. Oui, J'avais fait Charles Burns. Mon mémoire de première année de master sur Charles Burns, c'est vraiment incroyable. C'est un gros choc en bande dessinée, je crois bien. Ouais. Alors quand on sort des études, quand on est dans le milieu du dessin, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment vous allez surgir, on va dire, vous allez devenir visible dans le monde du dessin. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti une jonction entre les deux? Bah, je crois qu'on est un peu à la jonction parce que moi, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le tout début là. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour revenir sur le livre de Jérôme Solini, Rainbow Man, expliquez-nous comment ça s'est passé. C'est une expérience. Ça s'est passé comment? Vous avez rencontré Jérôme Solini? Comment on vous a contacté? Comment vous avez travaillé? Ça serait intéressant d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Parce que entre parenthèses, mes collègues le savent très bien, mais ce livre est au-delà du livre, c'est vraiment un objet. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais c'est un vrai objet culturel. Alors comment ça s'est passé? Expliquez-nous. En fait, Jérôme nous a suivis sur Instagram. En fait, il a découvert notre travail sur Instagram. Et tout est parti de là. En fait, il nous a contactés un jour pour nous parler de ça. Et puis très vite, ça s'est enchaîné. On s'est eu au téléphone. Ouais. Ça a pris un peu de temps, le temps de savoir si ça allait être vraiment possible d'avoir des illustrations dans le livre. Si Gallimard allait accepter. C'est ça, mais ça a commencé vraiment comme ça. Ouais, en fait, je crois qu'il... il a flashé sur un de tes dessins de Bowie, justement. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais fait une sérigraphie inspirée de David Bowie, puis ça lui avait bien plu. Et en fait, je crois que oui, ça devait être ça c'est parti de là. Et le puis, point de départ. Et puis voilà, après, il a bien voulu qu'on travaille à deux. Et il s'est battu pour que Gallimard veuille bien pour que Gallimard accepte qu'il y ait des illustrations, et en l'occurrence les nôtres. Et puis voilà, après ça s'est fait. En fait, nous on est arrivé assez tard dans le processus parce que lui il avait déjà écrit, il a passé 4 ans, 5 ans à écrire tout ça. Et puis nous on l'a rencontré finalement l'année dernière. C'était été 2019. Je crois qu'on a vraiment commencé. Enfin, il nous avait contacté un peu avant, l'année d'avant ou même. Ah oui, non, mais si, on s'était contacté en 2018. Ça a vraiment pris un peu de temps. Mais c'est ça, en fait, ça a pris du temps, le temps de savoir si ça allait être possible ou pas. Et on a vraiment commencé à bosser dessus concrètement l'été dernier, 2019. Ouais, c'est ça. Pour la sortie à la rentrée. Et donc après, ça a été super trop génial. De toute façon, quand Jérôme Solini t'appelle pour te dire c'est ça, des illustrations. Sur un bouquin sur Bowie. Comment dire non? C'est clair. Il nous a laissé vraiment super libre, tout en nous guidant dans les moments où on avait plus de doutes. Enfin, il a été quand même... Il nous a accompagnés en nous laissant beaucoup de place pour nous exprimer aussi. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Enfin, d'avoir bénéficié d'une telle confiance comme ça, alors que pour le coup, moi, je sortais d'études et puis c'était un peu... assez magique en fait. Enfin, je sais pas, c'est un peu nul de dire ça, mais je sais pas, c'est vraiment. C'est ce que vous ressentez, c'est comme ça que vous le vivez. Ouais, c'est ça. Mais quand vous dites sortie des études, ça veut dire que vous marquez un grand pas dans l'illustration, dans le monde de l'édition, à un jeune âge. Vous avez moins de 30 ans? Oui, elle surtout. Moi, j'en approche un petit peu. Moi, j'ai 25 ans. Lisa, toi très vite, puisque tu as fini tes études il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai un peu fait des trucs bidouillés à droite à gauche après mes études, et puis voilà. Toi, t'es jeune et moi, je suis jeune et fringante. Jeune et prometteuse. Moi, je suis un peu vieille. Et voilà. Mais c'est cool, c'est trop bien de faire ça. Ça rend fier. Alors, la question qu'on a peut-être aussi envie de vous poser, et que les auditeurs ont envie de savoir, c'est le dessin, ça se travaille ou c'est inné? Non, c'est pas inné. Non, c'est pas inné. Ça se travaille vraiment. Ça se travaille. Moi, je crois. Enfin, on est assez d'accord là-dessus. On croit pas tellement au talent qui tomberait de nulle part. Et enfin, je pense qu'il y a des prédispositions, une certaine sensibilité quand t'es intéressé par certaines personnes, pas par certaines choses. Mais sauf que c'est quelque chose qui se travaille. Vraiment. En fait, je pense que ça vient vraiment de l'envie, parce qu'en fait, il y a d'avoir envie de dessiner, c'est ça. On a toujours eu envie de dessiner, donc on a toujours dessiné depuis qu'on est petite et on s'est jamais arrêté. Donc forcément, si tu dessines tous les jours de ta vie, enfin, j'exagère un peu, tu vois, mais presque. Et au final, tu finis par à t'améliorer en tout cas, à devenir un peu bon.
Et c'est cool parce que je me dis peut-être dans 30 ans, on sera peut-être une s'améliore toujours. Jamais. Donc voilà. Dans votre tête, votre avenir professionnel, ça a toujours été le dessin ou vous avez pensé à faire d'autres choses avant ? Est-ce que c'était vraiment chez vous l'objectif ? Plutôt, ouais. Moi, j'aimais beaucoup la photo aussi. J'aurais bien aimé faire de la photo et je voulais faire aussi des films. Et bon, bref, j'ai voulu faire plein de trucs. Et un peu de graphisme et tout ça. Bon, bref. Mais c'est quand même toujours le dessin qui... c'est la constante, encore une fois. Ouais, qui a été le plus constant. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres trucs qui viendront plus tard. Mais oui, c'était l'objectif. Quand j'étais petite, j'écrivais ça. Tu sais, en 6e, quand t'arrives et qu'on te demande ce que tu veux faire, je mettais actrice ou dessinatrice. Ah oui, moi aussi, je mettais actrice. Je voulais trop être actrice à un moment. Mais oui, le dessin, c'est resté sur le plus long terme. C'est le truc, la constance, ouais. Ouais. Moi, Donc ça veut dire prendre des cours, comment dire, au dehors du collège, parce que finalement les cours d'art plastique, c'est au collège que ça démarre véritablement. Ou c'était bien avant? Oh, même avant, oui. Moi, quand j'étais... Mais il y avait notre papa qui dessinait aussi, puis qui nous faisait... Enfin, on dessinait avec lui. Moi, je me rappelle de le voir dessiner un peu et que du coup, ça faisait un peu envie après. Moi, je me rappelle, je faisais des cours de dessin aussi, même au collège, tout ça. En plus de l'école. Et puis, j'avais l'option art plastique au bac. Et j'avais toujours... j'ai fait longtemps des cours de dessin. Et puis, voilà. Alors, et après, l'avantage, c'est que quand il y en a une qui apprend à faire un truc, elle le montre à l'autre. Ouais, parce que du coup, moi, j'avais pas de cours de dessin en plus. Moi, je faisais du théâtre. Oui, tu faisais du théâtre. Mais du coup, comme on faisait plein de choses ensemble, au final, ça se recoupait. Bah oui, c'est bien. On partageait nos connaissances, nos découvertes. Alors, ça, dans tous les domaines. Alain, je pense que tu avais une question à poser. On en avait parlé au niveau du dessin. Oui. Alors, moi, j'ai regardé vos illustrations, effectivement. Moi, j'ai été frappé par votre faculté à produire des dessins différents dans le style. D'habitude, les dessinateurs, les illustrateurs ont un style. Bon, je vais pas parler de Gueluc. Gueluc, par exemple, a son style. Bon, chaque dessinateur a son style. Moi, j'ai remarqué, vous savez faire du dessin, mais dans des styles complètement différents. Est-ce que c'est votre marque de fabrique à vous? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Alors, moi, je crois que ça vient d'une inaptitude à choisir. J'ai l'impression que ça m'a plutôt desservi parce que je trouve que dans plein de projets, quand on voit ton book et tout, à des éditeurs, si t'as pas un style marqué, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et moi, j'ai l'impression justement d'avoir pas tellement un style marqué et que c'est un peu éparpillé et puis que du coup, c'est peut-être un peu plus difficile de se vendre, j'en sais rien. Ou alors c'est... je sais pas, mais j'arrive pas à me dire je vais faire que ça. Ça correspond aussi à notre façon d'être. Je sais pas, on disait qu'on était fan tout à l'heure, mais on est fan de plein de choses différentes et je sais que on aime beaucoup les films d'horreur, comme on aime beaucoup des films, je sais pas, d'auteurs qui vont pas du tout être dans ce registre-là, et de pas avoir trop envie de choisir et d'avoir envie de suivre un peu toutes ces influences, même si elles sont des fois contradictoires. Je sais pas trop. Est-ce que je trouve que... Pardon. Est-ce que c'est pas une force justement de pouvoir en fait s'adapter à des situations par rapport à une commande que vous auriez, de faire des styles différents? Est-ce que c'est pas une force justement? Mais peut-être. Moi, je trouve que chaque projet mérite qu'on prenne le temps de réfléchir justement à quel outil, quelle technique, tout ça on va faire. Comment mieux s'y adapter, ouais. Et voilà, et puis au-delà de ça, je trouve ça ennuyant. J'aime bien se surprendre soi-même et tester plein de trucs différents. Expérimenter des nouvelles choses. M'enfermer dans un seul truc. Mais donc, si vous en parlez, Lisa et Margot, on vous en a fait le grief au niveau professionnel de ne pas avoir un style bien particulier? Parce qu'effectivement, quand Alain parle de Gueluc, moi j'aurais pu parler de Sampé, mais bon, là ça montre à peu près l'âge que nous avons. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu le même style. Vous avez eu des remarques à ce sujet, ou c'est vous qui voulez, je dirais, aller au-delà du champ des possibles et de faire le plus de choses possibles et le plus de créations différentes?
Pas tellement de remarques négatives par rapport à ça. Peut-être, enfin moi je sais que à l'école, en master, en tout cas les moments plus de dessin, en fait les profs s'en fichaient un peu, n'avaient pas tellement un intérêt très marqué pour ce que je faisais. Du coup en fait autant essayer plein de choses et puis on verra bien ce qui va arriver. En fait je pense que moi ça. Oui, non, moi je crois pas que j'ai eu de remarques particulièrement là-dessus. C'est plus moi qui essaie d'analyser en me disant que peut-être je me suis toujours dit je devrais avoir ça m'énervait de pas avoir un style à moi en fait. Et puis je me suis dit c'est pour ça que j'arrive pas. Et donc même des fois j'essayais de faire des trucs qui allaient un peu contre pas contre nature, mais tu vois, essayer de rentrer dans des cases ou des trucs, et puis ça marche pas non plus. Donc ouais, je sais. Non, pas vraiment de remarques particulièrement de l'extérieur. Je pense que c'est envers soi. On bidouille dans notre coin et puis on voit ce qui se passe, quoi. Alors, pas de remarques à l'extérieur, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes sœurs, et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel regard portent les sœurs que vous êtes sur le travail de l'autre. Je dirais bienveillant. Ouais, c'est bienveillant, encourageant. Essayer c'est pas des métiers hyper faciles, donc autant essayer de se serrer les coudes et puis de se soutenir dans ce qu'on fait en se donnant des conseils, mais de toute façon, rester très bienveillant et de se pousser vers le haut l'une l'autre, parce que la vie est mieux comme ça. Oui, puis s'envoyer régulièrement les projets en cours et tout. Moi, je pense que même si c'est des projets qu'on fait chacune dans notre coin, je pense que je t'envoie toujours quand je fais un nouveau truc. Oui, pareil. Moi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tu dois être une des premières personnes à qui j'envoie des trucs quand je suis toute contente. J'ai eu cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je sais pas, c'est spontanément, je pense à toi que j'envoie les premiers trucs, donc c'est super cool. Et la critique, elle est à la fois positive et parfois peut-être moins positive, mais elle est toujours constructive, ou c'est difficile de l'entendre quand vraiment ça va plus dans le négatif que dans le positif? Je pense qu'au contraire, pour moi, je pense que tu dois être la personne de qui j'accepterais le plus la critique que n'importe qui d'autre, je pense, très honnêtement. Mais parce que je vais pas arriver et dire parce que j'aime bien ton truc. Tu vas pas me dire, dis donc, c'est de la grosse merde. Puis non, c'est rare que je trouve que de toute façon, je trouve que tu fais jamais de la merde. Donc si j'ai jamais de critique négative à te faire, si des fois il y a des critiques, c'est plutôt si tu veux mettre en avant ça, peut-être. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment constructif et jamais négatif en fait. C'est ça le truc. Ouais. Laurent ? Tout à l'heure, je crois que vous disiez que le style, vous cherchiez un petit peu. Est-ce que le style, quelque part, c'est pas comme l'amour, plus on le cherche, moins on le trouve, et puis finalement, ça va arriver tout seul? Est-ce que vous pensez pas à une certaine fatalité, c'est-à-dire créer des opportunités, c'est-à-dire travailler, puis à un moment, ça va arriver comme un miracle, on va dire. Vous y croyez pas, ça? Si, maintenant plus. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de blocages plus jeune. Et puis maintenant, j'ai un peu lâché le truc en me disant merde, de toute façon, ce sera jamais comme je veux. Donc autant, je pense qu'on apprend en faisant des trucs et en les trouvant nuls et en voulant faire mieux. Et il y a un monsieur dessinateur qui est absolument génial, qui s'appelle Edmond Baudouin, et qui disait que chaque livre est le brouillon du suivant, et j'y crois assez à ce truc-là. Je trouve qu'il a raison, qu'on fait toujours, mais qu'il faut faire, quoi, parce que si on garde trop dans sa tête en disant j'attends de faire ce truc-là quand je saurais faire bien comme je veux, en fait, on fait jamais, parce qu'on fera jamais aussi bien que ce qu'on veut dans sa tête. Donc oui, je pense que c'est le meilleur moyen, c'est de faire des trucs et de se planter et de refaire mieux. Et puis voilà, oui, peut-être que ça finira par arriver. Et puis dans le cas du dessin, mais comme dans plein d'arts, en fait, c'est une expression de soi. Donc évidemment, quand on voit toujours ça imparfait, et en même temps, ça va évoluer avec toute la vie. Et je sais pas s'il y a un moment où le style sera vraiment défini, et ce sera pas grave. Ça va suivre son cours. Tout à fait. Alors moi j'avais une question juste avant que je te laisse la parole, Laurent. Vous avez parlé tout à l'heure de modèles. Moi il y en a un qui m'a marqué parce qu'il rejoint la science-fiction. C'est Hans Ruedi Geiger ou Geiger, je sais jamais comment Geiger, ouais.
Giger, qui a été, je dirais, celui qui a permis la naissance de Alien, la saga Alien. Donc c'est un travail considérable qu'il a pu faire avant, mais qui a été très, très, très inspiré, très inspirant. J'imagine que quand on est soi-même illustrateur, ou illustratrice, graphiste, on a peut-être envie de marquer l'histoire, et c'est déjà bien commencé, mais de marquer dans le monde cinématographique, puisque vous évoquiez des films d'horreur tout à l'heure. Ça vous inspire quoi, tous ceux qui vous ont précédés, qui aujourd'hui vous montrent que c'est possible? Oui, alors déjà, Giger ou Geiger, je sais pas comment on dit. Génial. Il y a un musée à Gruyère, près de chez moi en Suisse. Et c'est ma résidence secondaire. J'y suis tout le temps planquée. Bref. C'était quoi est-ce qu'on a envie de marquer? Bah oui. C'est très égocentrique de dire ça, mais on a forcément... Mais je pense que n'importe qui, de toute façon, a envie de marquer... Mais d'un point de vue réaliste, je me dis déjà, si j'arrive à peu près à vivre de ce métier-là, ce sera déjà très très bien. Oui. Donc après... Mais oui, du moment qu'on touche les gens, en fait, marquer je sais pas combien de personnes ou 3 personnes, en fait, du moment qu'il y a des gens qui sont émus, moi ça me plaît, donc voilà. Mais c'est ça qui est bien. Je disais, écoute, on a fait 2 tomes d'une énorme bio par Jérôme Solini chez Gallimard. Je me dis bon, ça va, écoute, je peux foirer ma vie après, j'ai fait un truc. Surtout de Bowie, un des... Alors on va revenir sur la musique, parce que la musique, alors j'ai cru comprendre que vous alliez beaucoup au concert toutes les deux, donc non seulement vous avez la même passion, mais les sorties vous les faites aussi ensemble, et puis beaucoup de concerts, et faut être au premier rang, c'est ça? Ah oui. Oui. Non, c'est très très important. Se prendre le son très fort devant, avoir des bleus sur les genoux, être coincé contre les barrières. Oui. Ouais. Oui, on a généralement on a notre grande sœur aussi, et c'est toujours les concerts toutes les 3 ou 4 avec quelques copines. Ouais, on est une armée, on est la clique du premier rang. Bah oui, c'est trop bien. Sauf que là, vous êtes en mode tristesse quand même, avec toute cette période un peu inédite. Donc moi, je vois personnellement tous les billets de concert que j'avais pris pour l'année prochaine sont en train de fondre comme neige au soleil. C'est-à-dire qu'en fait, tous les concerts s'annulent vraiment, et ça fait feu de tout bois. Comment vous vivez, vous, le confinement? Et est-ce que le confinement, pour des illustratrices, c'est une source d'inspiration? Pour des choses comme des strips quotidiens ou quoi, moi je sais que c'est ça des fois que je me suis remis à dessiner un peu pendant le confinement. Après, c'est toujours un peu l'un ou l'autre. Il y a des journées où, comme on a toute la journée, ça va me faire dessiner à fond, je vais être à fond, et puis d'autres où en fait vraiment ce sera le néant total, ça va être trop dur de sortir quoi que ce soit, parce que c'est dur de pas sortir de chez soi, de pas avoir accès à d'autres personnes, parce que l'inspiration on le trouve aussi chez les autres la plupart du temps en fait, enfin, moi en tout cas, et donc c'est pas toujours facile. Moi je sais que c'est vraiment pas de demi-mesure, c'est l'un ou l'autre. Ouais, moi je suis un peu pareil. Mais vous savez quand on a des invités, vous savez qu'à la fin, on leur demande toujours un petit challenge qu'on va vous demander aussi ce soir. Voilà. En fait, l'émission est enregistrée en Skype, donc ça, on l'avait déjà dit aux auditeurs du fait de la problématique sanitaire. Est-ce que vous acceptez un challenge? Allons-y, on peut toujours entendre. Notre émission s'appelle « Je vous demande de vous arrêter ». Ça serait sympa, si vous en avez le temps, et vous prenez le temps que vous voulez, de faire une illustration. Je vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ne me dites pas Balladur, hein, parce que... Ah non. Parce que ça, on y a droit à chaque fois. Si vous avez le temps, si vous avez l'inspiration, ça nous ferait plaisir d'avoir une illustration signée de votre part que nous mettrions sur le site de Je vous demande de vous arrêter, parce qu'on travaille déjà avec une illustratrice sur Le Havre, et on va la citer, Cyril, si tu le veux bien. Thierry, qui elle est illustratrice et a une appétence pour tout ce qui est dessin un petit peu japonisant, manga. Vous, c'est pas votre cas en tout cas.
Vous, c'est vraiment le rock. On a pu voir, d'ailleurs, entre parenthèses, pas mal de dessins qui sont vachement sympas. J'ai vu Philippe Catherine. J'ai trouvé votre dessin de Philippe Catherine vachement bien. Un Freddie Mercury que j'ai bien aimé aussi. Un vieux que j'ai fait, ouais. Ouais, ça doit être un vieux dessin, mais franchement, qui a fait l'homme pâle? Ah, c'était moi. Donc, je trouve que c'est intéressant. Vous marquez à l'actualité et à l'actualité du rock. Alors, c'est peut-être ça votre style finalement. Après, manga, on aime bien aussi. Oui, Moi, il y a des mangas d'horreur que j'adore. Alors, Kazuo Umezu, c'est vraiment. Je suis super fan de Tezuka, de Matsumoto, tout ça. Je suis très très fan. C'est que j'arrive pas à dessiner aussi bien que ces gens-là, mais non, j'aime bien. Merde, du coup, j'ai oublié la question, pardon. Si vous acceptiez le petit challenge. Tous les invités que nous avons, nous leur proposons un challenge. Ouais. Et généralement, ils s'y tiennent, ils sont plutôt sympathiques, ils sont plutôt bienveillants. Est-ce que vous pourriez nous faire... Alors, quand vous voulez, hein, oui, c'est ça, j'allais dire. Alors là, maintenant, j'ai pas mes trucs là, mais on peut faire... Quand vous voulez. Cool. L'émission, je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Si vous avez une petite inspiration, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, on enregistre, on est au Havre, hein. La ville de Jérôme aussi. Donc, le Havre, je tiens à le dire, le Havre, ça a toujours été la ville du rock. Oui, parce que vous connaissez... Oui, pardon. J'allais le dire, savez-vous qu'au Havre, nous avons Little Bob, qui est notre représentant du rock, et on a eu l'occasion de le rencontrer. Je peux vous garantir qu'il est encore bien la patate. Hein. Quand il chante, il est inspiré et inspirant. Donc, est-ce que vous aviez d'ailleurs l'opportunité, j'allais y venir, merci pour la transition Laurent, j'ai souvenir moi d'un artiste très célèbre, qui a arrêté depuis maintenant presque 20 ans, qui a travaillé avec Zepp et qui a fait Zepp Chanson pour les pieds, un album d'un certain Jean-Jacques Goldman. Est-ce que vous seriez intéressé, j'imagine que oui, mais intéressé pour travailler avec un artiste rock qui... par exemple, serait havrais, qui s'appellerait Little Bob et qui pourrait être un moyen pour vous d'allier à la fois votre art et le rock'n'roll? Mais on adore travailler avec des musiciens. Enfin, moi, j'ai fait quelques clips modestement en dessin animé. On adorerait faire des pochettes, des affiches, des trucs comme ça. Enfin, oui, vu que c'est une de nos sources d'inspiration, forcément, on adore ce genre de collaboration. Et au Havre, il faut qu'on y revienne. Ça fait très. Enfin, moi, je suis allée ado, mais je suis jamais retournée. Et il faut qu'on revienne visiter la ville, cette ville qui a l'air effectivement super chouette. Vous êtes déjà venu au Havre? Mais il y a très longtemps. Quand on était petite, je me rappelle mal. Il faut qu'on revienne. Oui, effectivement, mais je rebondis sur ce que disait Cyril. Il y avait une histoire comme ça. Alors, je ne sais pas si elle est strictement exacte. Vous connaissez sûrement cet illustrateur qui est Daniel Autoire. Il paraît que Daniel Autoire, il y a très très longtemps, il avait fait un projet pour Michael Jackson, hein. Qui n'a jamais abouti, malheureusement. Mais effectivement, comme disait Cyril, les illustrateurs peuvent peut-être travailler de plus en plus avec les artistes, rock ou pas. Hein, je suis pas sectaire. Parce que vous, c'est que le rock, c'est pas le rap? Oh si, moi j'ai des phases. C'est ça, c'est que je connais moins le rap, mais après il y a des choses qui parlent quand même. Enfin, c'est vraiment juste par méconnaissance du sujet, parce que il y a plein d'autres styles musicaux qu'on aime bien. Enfin, oui, moi j'ai des. Je me ferme pas de trucs. Genre j'ai phasé sur l'homme pâle avec quelques mois. Maintenant j'écoute plus tellement, mais il y a une époque j'écoutais beaucoup. C'est plus la base est rock. Je veux dire ouais. Ça, c'est la musique sûre. Après, moi, j'aime bien écouter plein de trucs complètement... On est hyper fan de Odezen aussi. C'est pas voilà. Ouais. Au fond, moi, j'ai... Pour prendre ce qui vient sur le moment. Puis voilà. Donc aujourd'hui, pour suivre votre actualité, parce qu'on arrive, je le dis aux auditeurs, hein, tranquillement à la fin de l'émission, il va nous rester à peu près 6 minutes. L'actualité qui est la vôtre, vous l'entretenez via peut-être des réseaux sociaux, et si oui, lesquels? Où est-ce qu'on peut trouver votre travail, le rendre visible à nos auditeurs? Surtout sur Instagram, vraiment. Principalement sur Instagram, j'utilise surtout ça, ouais.
Ouais. Facebook, j'ai rien publié sur ma page. Ma page, elle est vieille comme tout sur Facebook. Faudrait bien que je fasse un petit ménage là-dedans. Parce que, après, j'ai un site qui est mis à jour de temps en temps. Là, ça fait un moment, mais il est pas trop à la masse. Mais sinon, le plus à jour, c'est Instagram. Ouais. Instagram, donc peut-être, si vous en êtes d'accord, donner l'intitulé de votre compte Instagram, si les auditeurs souhaitent aller voir vos réalisations. Mais avec plaisir. Du coup, moi, c'est Margot Chéteau. C'est pas très original, mais... moi, si on tape Lisa Chéteau, on me trouve. Sinon, le code s'appelle Lise Lou. Mais Lisa Chéteau, on me trouve moi, quoi. À la limite, ce qu'on fera dans la description du podcast, on ajoutera les liens pour que nos auditeurs, parce qu'ils n'ont pas forcément l'orthographe de votre nom, et on leur facilitera l'accès en mettant ça dans le descriptif podcast. J'ai un peu de mal à parler ce soir, je suis désolé, je savonne. Et oui, oui, après les fêtes, évidemment, c'est toujours un peu délicat. Oui, moquez-vous. Votre actualité, mesdames ou mesdemoiselles, je ne sais pas comment il faut dire, parce que je suis un peu perdu. Administrativement, on doit dire mesdames, mais... Mesdames, allons-y, pas très important. Votre actualité, quelle est-elle là dans ces prochaines semaines ? Ouf, semaine. Confinement, je pense. On travaille sur des projets BD, des projets BD, mais on ne sait pas comment ça va voir le jour. Donc c'est un peu compliqué. Moi, j'essaie de pas trop me projeter parce que j'ai peur d'être déçue. Donc on fait notre petit travail de l'ombre de faire nos BD et on verra bien comment on arrive à les concrétiser, à les publier. Mais plutôt des projets BD en ce moment. Ouais. D'accord. Et des émissions, par exemple, qui feraient sur le net la promotion, est-ce que c'est des choses que vous envisageriez ? Parce que ça peut être dématérialisé. On voit beaucoup d'artistes utiliser des médias un peu sur les réseaux, comme par exemple la chaîne YouTube. On fait quelques lives sur Instagram. Là, dernièrement, pendant le confinement, on s'était donné ce rendez-vous. On en faisait à peu près un par semaine, toutes les 2 semaines. Enfin, ça dépendait. Où presque pendant 1 heure, en fait, on dessinait, on se donnait un thème et puis on faisait un petit dessin en live comme ça. Donc ça, c'était un petit truc. Après, toi, t'as ressorti ta chaîne un peu YouTube. J'ai ouvert une chaîne YouTube. J'ai rien dit pour l'instant. On a fait un petit clip pour la promo justement du tome 2 de Rainbow Man. Et oui, après, ça dépend de ce qui se présente. Enfin, moi, je peux faire de la promo sur les réseaux sociaux ou par vidéo. C'est un bon moyen de parler des projets. Et il faut qu'on le fasse plus. Mais voilà, je pense. Laurent ? Ça fait quoi de voir le livre de Jérôme Soligny dans les mains de Tony Visconti ou dans les mains de Mac Garson, par exemple? Ça fait qu'on se rend pas compte que c'est... Ça fait qu'on n'a pas tellement les mots par moment. Moi, je sais que... C'est très... Alors aujourd'hui, Jérôme Soligny, à l'instant T, n'est pas au courant que vous êtes avec nous. Allez, on va un peu finir l'émission là-dessus et puis on va reciter effectivement le livre auquel vous avez participé. Mais si vous aviez quelque chose à dire à Jérôme Soligny que vous ne lui avez jamais dit. Oh, on va pleurer. Merci, ça lui a dit plein de fois. Merci de nous avoir fait confiance. On aimerait que les Soligny nous adoptent officiellement. Clairement. Et puis qu'il a un peu changé. Il a changé notre vie, très clairement. Et voilà, et qu'on l'aime. Alors, c'est noté, les collègues. Donc, Jérôme Soligny devrait adopter Lisa et Marco, si j'ai bien compris. Un message bien reçu, et de toute façon, s'il l'a pas, on va lui répéter. Et puis, on peut vous assurer que, à l'occasion, on pourrait demander à Jérôme, dans une prochaine émission, un droit de réponse, quitte à faire même une petite capsule vers Jérôme. Voilà, on vous appelle pour cette émission. Les sœurs que vous avez tant appuyé et aidé ont fait ce commentaire à votre sujet.
alors votre réaction. Et je suis sûr qu'il aura des choses merveilleuses à vous dire. Et peut-être, pourquoi pas, faire une émission ensemble. Pourquoi pas, ça pourrait être aussi sur un prochain projet, par exemple. Tout est possible. Alors, en tout cas, au moment où on termine cette émission, vous avez choisi également de clore l'émission avec un titre de David Bowie qui s'appelle Teenage Wildlife. Une explication sur le choix de cette chanson ? C'est Lisa qui choisit. Eh ben moi je sais que c'est une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais au lycée. J'ai vraiment des images très nettes de moi allongée sur mon sol dans ma chambre en train d'écouter Teenage Wildlife en me disant qu'est-ce que c'est puissant. Vraiment, cette chanson-là je l'ai beaucoup écoutée quand j'étais ado. Donc voilà. C'est trop une bonne explication. Quelle a été votre action en 2016, vous vous en rappelez? Moi, je dis toujours, on se rappelle, enfin, je suis mal placé parce que de l'équipe, je suis celui qui aime le plus David Bowie. En janvier 2016, il va partir. Vous vous rappelez de ce que vous faisiez à ce moment-là? Oui, moi je me rappelle très bien que c'est mon copain en partant travailler à 7h ou je sais plus très tôt qui m'a réveillée pour me dire ça. Et puis je crois que j'ai versé ma petite larme et que j'étais pas contente qu'il me réveille pour me dire ça. Et qu'après je savais que Lisa elle dormait encore et Lisa est vraiment, c'est elle qui m'a vraiment fait découvrir Bowie et tout, donc elle est vraiment très 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 fan. Et je lui ai envoyé plein de messages, je lui disais putain Lisa, je suis désolée, tu vas te réveiller. Et je me disais mais elle dort encore avec l'innocence, elle sait pas encore et quand elle va se réveiller elle va être en morceaux et voilà. Ben ouais, je me suis réveillée avec des messages de non seulement mes sœurs, mes deux sœurs, mais de plein d'autres gens aussi qui m'ont, comme s'ils venaient me dire je suis désolée pour toi. Et bah ouais, j'ai pleuré et j'ai mis un album le plus fort possible sur la musique. J'ai écouté Rise and Fall of Ziggy Stardust que j'écoutais beaucoup et voilà, j'ai ouvert mes fenêtres et j'ai mis moi ça aussi, très j'ai fort. mis la musique très fort, ouais. Mais en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir, ravis que vous ayez accepté notre invitation. Merci que l'on à vous. doit Merci beaucoup. à Laurent. Merci. Et donc, Lisa et Margot Chéteau, merci de votre bienveillance, votre confiance. Nous, chers amis, Laurent, Alain, on va se retrouver avec les auditeurs, évidemment, dans 15 jours pour Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Rappelez simplement que, effectivement, pour tout un chacun, il est possible de se procurer le tome 1 et le tome 2 de Rainbow Man, illustré par les sœurs Lisa et Margot Chéteau. Vous pourrez accéder à leur compte Instagram, évidemment, pour en connaître davantage le travail. On vous souhaite une excellente continuation, mesdemoiselles, et on vous dit, chers auditeurs, dans 15 jours, restez à l'écoute des programmes de Westrack Radio. Bon, bonsoir.